Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment se passe votre mois d'août ? L'été passe beaucoup trop vite, j'ai l'impression que je dis ça depuis les épisodes du mois de juin, je ne me souviens plus, je ne sais plus. J'ai l'impression que cette année, l'été, il éternise pas très bien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il fait pas trop son taf d'été. Ou alors c'est la vieillesse. Vous me dites ce que vous en pensez sur les réseaux, donc soit le post, le compte du podcast, soit le mien, Maeva Catalano. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose, je vis actuellement dans le danger, c'est-à-dire que j'attends un colis en faisant cette intro, donc à tout moment, mon cœur se décroche parce que j'ai un jump scare, voilà, j'ai une crise cardiaque si le ou la postière sonne à la porte. Voilà, ceci étant dit, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis trop à l'aise dans les intros maintenant, je m'excuse. Avant c'était très littéraire, très posé, très voix audio, audio guide, livre audio, et maintenant c'est vraiment je sors mon mojito 13h30 et c'est parti. J'ai une bouteille d'eau à côté de moi, au cas où. Donc ce mois-ci, nous découvrons ensemble la carrière de Charlène Ferlet, qui est prof d'histoire et autrice de fantasy historique. On parle de son roman Les cerfs sous le velours noir, à paraître aux éditions Plume Blanche, mais également de fanfiction, encore et toujours, hein, ça c'est... on peut pas y échapper. Mais cette fois-ci, c'est pas Tokyo Hotel, c'est pas les One Direction, c'est Le Seigneur des Anneaux. Et on parle également d'étoffer son vocabulaire en anglais par la lecture et par l'écriture, de l'importance ou non de l'âge en écriture et en publication. On parle de renaissance italienne, de personnages imparfaits, de jeux de rôle grandeur nature et de comment Lancelot et Guenièvre sont à l'origine du genre de la romantésie. Bref, comme d'habitude, c'est un joyeux mélange. Bonne écoute et on se retrouve tout de suite après. Bonjour Charlène, comment vas-tu ? Eh bien, très bien. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Eh bien, moi aussi, puisque c'est mon premier podcast. Voilà, donc c'est un jalon de plus dans ma toute nouvelle carrière d'autrice. Voilà, Une nouvelle étape. Bon, t'inquiète pas, ça va exactement. bien se passer. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, donc, je m'appelle Charlène Ferlet, donc c'est mon nom de plume, et j'ai 33 ans. Donc, comparé à beaucoup d'autrices qu'on voit sur Instagram, j'ai parfois l'impression d'être une grand-mère, alors que, en fait, pas du Non. tout. Et donc je suis autrice de romans en fantasy, donc avec une forte inspiration historique. Et je poste également des mèmes sur Instagram. Visiblement, je commence à être connue pour ça. Ainsi que des publications sur les assiettes et le carrelage, qui intéressent clairement beaucoup moins de gens. C'est une niche particulière, on va dire que c'est un peu Voilà, mais, plus... mais Voilà. je ne désespère pas. Un jour, je serai une autrice riche et célèbre, et il y aura des milliers de likes sur mes publications sur la vaisselle. Voilà, Exactement. c'est C'est mon ambition. l'optimisme qu'il faut dans une carrière d'écrivain. Très bien, ok. Alors merci beaucoup pour ta petite présentation. Je voulais commencer par un pan un petit peu plus lecture. Je voulais que tu nous parles un petit peu de ton parcours de lectrice. Comment ça a commencé pour toi ? Alors c'est dur de trouver un point de départ puisque je suis quelqu'un qui a commencé à lire extrêmement tôt, en fait, puisque je savais déjà lire bien avant d'entrer au CP. Et la maternelle, c'est pas une époque en fait dont on garde de très très grands souvenirs. Donc j'ai des vagues souvenirs d'un éléphant en patchwork multicolore avec des paillettes, mais je ne saurais même plus le dire le titre de ce livre. Donc finalement, en fait, les livres dont je me souviens plus, c'est des livres de mon adolescence, et je garde pas beaucoup de souvenirs des livres
de mon enfance. Et mon adolescence, elle s'est déroulée quand même à une période un peu particulière qui est la décennie 2000-2010. Voilà, donc là, c'est le moment où je commence à avoir l'air d'une boumeuse en parlant comme ça. Mais en fait, c'est l'époque, Non, mais c'est pareil pour déjà, où moi, on a eu des t'inquiète pas. très, très c'est l'époque où on a eu des très, très grandes sagas, en fait, au cinéma, et en livre. Donc au cinéma, c'était Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et la prélogie Star Wars. C'est aussi un moment où il y a eu vraiment la démocratisation d'internet. C'est-à-dire qu'en 2000, personne n'avait internet à la maison. En 2010, tout le monde l'avait. Et donc, on a eu à la fois tout ce qui est paru au cinéma, Harry Potter qui paraissait en livre, puisque moi j'ai commencé à Mhm. lire en anglais pour la sortie d'Harry Potter 5, donc à l'époque j'étais en classe de 3e. Et, euh, et en fait, ce contexte fait que ça a été l'explosion de la fanfiction sur Internet, en fait. Et c'est vraiment l'époque où on est passé de j'ai mon modem 56K, je vais ouvrir 10 pages de fanfiction en 5 minutes, puis quitter Internet parce que sinon mes parents ne peuvent pas téléphoner, au fait d'avoir accès, vraiment un accès libre et continu à toutes ces fanfics. Et j'ai donc énormément lu de fanfiction à l'époque, notamment sur Le Seigneur des Anneaux, sur Harry Potter et sur Star Wars. Voilà, puisque c'était les grands fandoms du moment. Et ce sont également les fandoms, les fanfics qui ont fait que très tôt j'ai commencé à lire en anglais, puisque l'offre de fanfiction en anglais était évidemment beaucoup, beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait trouver en français. Voilà, donc assez tôt, il y a eu ce lien-là avec la fanfiction, qui fait que finalement, je lisais beaucoup, mais j'ai pas tant de titres de livres à citer parce qu'il y avait une grande part de lecture qui se faisait sur de la fanfiction. Ok. Voilà, mais il y a Le Seigneur des Anneaux, très clairement. Les écrits de Tolkien qui ont eu énormément d'influence sur ce que j'ai pu écrire plus tard. Tu me parlais de la fanfiction, donc je vais rebondir sur ça. Donc tu étais grande amatrice de fanfiction, tu nous parlais de Star Wars, du Seigneur des Anneaux notamment, et évidemment Harry Potter, on est tous passés par là si on a grandi dans les années 2000-2010. Et donc, est-ce que toi, tu as également écrit la fanfiction ou pas du tout? Alors oui, en fait, après Le Seigneur des Anneaux, moi j'ai surtout beaucoup apprécié le Silmarillion. Alors pas à la première lecture, ceux qui connaissent un peu Tolkien savent que le Silmarillion, c'est un espèce de livre d'histoire de l'histoire des elfes particulièrement illisible. Mais justement, il y avait ce côté en fait que ça développait un univers dans lequel on pouvait finalement beaucoup s'amuser parce que finalement, c'est pas grand-chose des personnages. Et, euh, et c'est un univers que j'ai beaucoup apprécié explorer. Mais au début, j'avais pas forcément le niveau d'anglais pour le faire. Mais quand je l'ai eu plus tard, en fait, Mhm. mes 3 premiers romans, ce sont des fanfictions du Silmarillion, écrites en anglais. Et en fait, c'est le fait de réussir à mettre un point final à ces histoires-là qui m'a fait comprendre que je pouvais écrire des romans en français, puisque jusque-là, j'avais écrit beaucoup de nouvelles en français, mais je n'avais jamais réussi à finir de roman. Et j'avais fini par me persuader que je n'avais pas les qualités qu'il fallait pour ça, et j'étais donc partie faire de la fanfiction. Voilà, donc si aujourd'hui je suis capable d'écrire des romans en français, c'est par ce passage par le Mhm. fandom du Silmarillion et par l'écriture en anglais, donc ça fait quand même un bon gros détour. Mais c'est un détour qui finalement fut un peu, enfin fut utile en tout cas. Oui, tu m'étonnes. Et puis c'est surtout que c'est pas un début facile. Je veux dire, bon, le monde du Seigneur des Anneaux est quand même très dense et très compliqué. Tu le disais pour la lecture, vu que c'est un livre d'histoire. Donc je trouve ça assez intéressant que tu aies commencé et en anglais, en tout cas pour les récits plus longs, et avec un sujet aussi compliqué, qui est un peu moins connu, puisque par exemple, beaucoup ont fait de la fanfiction Harry Potter, et on connaît à peu près, voilà, même si t'es pas super pro, tu sais les maisons, ce genre de choses, alors que bah, l'univers des elfes, c'est coton quand même. Comment tu t'es débrouillé pour écrire la fin de ces histoires? Alors déjà, j'ai
une bibliothèque remplie de bouquins très obscurs de Tolkien, Mhm. qui pour certains ne sont toujours pas traduits en français d'ailleurs, même si ça commence. Et en fait, je pense que ça parlait finalement beaucoup à mon côté historienne, qui est de chercher dans toute la masse qu'a pu écrire Tolkien, pour la version que je préférais de telle ou telle histoire, pour tel détail, pour voir comment l'utiliser ensuite. Et puis, le Silmarillion, c'est un fandom qui est très particulier parce que c'est un fandom qui n'est pas très sensible aux modes, dans lesquels les gens arrivent, alors pas au compte-gouttes, mais arrivent régulièrement, mais pas très nombreux, et qui a une moyenne d'âge assez élevée avec un public qui est extrêmement littéraire, en fait. Mhm. Et même si le fandom est pas très gros, il y a beaucoup de commentaires. Il y a aussi, c'est un fandom très international, donc dans lequel j'ai rencontré des Polonais, des Brésiliens, des Italiens. Donc comme on est beaucoup d'étrangers à écrire en anglais, finalement, il n'y a pas tellement de jugement sur le niveau de langue. Et il y a des lieux où se rassemblent les fans du Silmarillion pour discuter de choses comme qui fait le pain chez les elfes, sur les changements linguistiques au deuxième siècle du premier âge, ce genre de choses-là. Et je pense que c'est ce côté un peu exploration historique d'un univers qui me plaisait vraiment beaucoup, et la liberté que ça laisse, justement, parce que Harry Potter, on a quand même beaucoup de détails sur ce qui se passe à Poudlard. Mhm. Donc finalement, c'est assez facile de se planter en décrivant Poudlard, parce que on va forcément oublier un détail qu'un autre fan d'Harry Potter connaît et pourra relever, alors que finalement, dans le Silmarillion, il y a beaucoup de zones d'ombre, et il y a également certaines histoires qui existent en plusieurs versions. Donc, quelque part, on peut toujours se défendre en disant qu'on utilise telle version de tel bouquin obscur pour le mythe. Voilà, donc moi, je trouvais pas ça contraignant, en fait. D'accord. Et le fait d'avoir commencé la rédaction longue en anglais, ça n'a pas été compliqué après pour toi de revenir au français, donc que ce soit pour tes écrits originaux ou peut-être même de la fanfiction? Alors pour mes écrits originaux, en fait, je suis justement repassée au français parce que j'étais arrivée Mhm. à un stade en anglais où j'avais l'impression de ne pas pouvoir juger réellement de la qualité de mon écriture, et Mhm. je savais que pour améliorer mon écriture, j'allais devoir faire un effort pour progresser en anglais, mais pour progresser vraiment à un très très haut niveau, parce qu'actuellement, je suis bilingue en anglais, mais le bilinguisme, ça recouvre vraiment beaucoup de choses différentes. Mhm. Et être bilingue et être capable d'écrire comme un auteur anglophone, ce sont deux choses extrêmement différentes. Tout à fait. Et, euh, et de mon côté, j'étais pas prête à passer 10 ans à avoir un niveau natif en anglais. Et j'ai fini par me dire, eh bien, allons-y, il est temps de repasser en français. Maintenant, je sais que je sais terminer un roman, parce qu'il y en a un qui faisait quand même 150 000 mots. Donc Ah oui. maintenant, je sais que j'en suis capable. Donc plus d'excuses. Et quand j'avais 20 ans, mon rêve, c'était d'être publié avant mes 30 ans. Bon, on va dire que j'ai été publiée avec le livre que j'ai fini d'écrire l'année de mes 30 ans. Voilà. Mais je me suis dit, mais tiens, mais en fait, je suis capable. Donc, bah, repassons en français, puisqu'en français, là, je vais pouvoir progresser. Là, je peux juger de mon niveau. Là, j'entends à l'oreille quand c'est pas français. Parce que quand on n'est pas natif en anglais, on n'entend pas forcément. On entend les fautes d'anglais des gens qui parlent moins bien que nous. Mais ça n'empêche pas qu'on n'entend pas toutes les fautes qu'on fait. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'angoissait beaucoup quand j'écrivais en anglais. C'est un lecteur anglophone, à quel point il voit que je ne suis pas anglophone de naissance. Mhm. Ouais, il y a la barrière de la langue et puis j'ose imaginer que d'autant plus par le sujet que tu as choisi, c'était un anglais un peu moins courant ou qui se voulait un peu plus soutenu.
Tu vas pas faire une fanfiction de, je sais pas moi, Gossip Girl, comme tu vas faire une fanfiction du coup, tu vois, du Seigneur des Anneaux et de enfin, les elfes, etc. J'imagine qu'au niveau des dialogues, c'était pas les verbes que tu pouvais utiliser comme si t'avais, je sais pas moi, un pote anglophone avec lequel tu discutes tous les jours, tu vois. Donc, comment t'as un peu étoffé ton vocabulaire? Déjà en lisant beaucoup en anglais, puisque même aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de romans que je vais lire directement en anglais parce que parfois ils n'ont pas été traduits. Et aussi parce que j'ai des habitudes de lecture un peu particulières, c'est-à-dire que récemment, j'ai eu une obsession sur Alexandre le Grand, donc il fallait lire tout ce qui était sorti sur Alexandre le Grand. Et forcément, des romans sur Alexandre le Grand, il y en a qui ont été écrits en anglais et qui n'ont pas été traduits. Donc ça Mhm. m'ouvre l'accès à des romans qui n'existent pas en français, mais aussi à des livres d'histoire. Et par exemple, quand on s'intéresse à l'histoire de la Norvège, il y a quasiment rien en français qui est disponible sur l'histoire de la Norvège de précis. Par contre, les Norvégiens écrivent beaucoup en anglais. Donc l'anglais, c'est aussi Ouais. vraiment essentiel quand on veut faire de la recherche historique sur certains sujets. Même sur la Renaissance italienne, c'est pareil. Euh, j'ai quasiment rien trouvé, par exemple, sur la cuisine en français. Par contre, en anglais, là, il y avait des choses sur la cuisine italienne. Donc, je garde une pratique de la lecture qui est extrêmement bilingue. Et puis après, eh ben, il y a le passage par des bêta-lecteurs anglophones, le fait de discuter quotidiennement en anglais avec des gens aussi, même si c'est des gens qui sont russes, qui sont polonais, qui, euh, qui viennent de Singapour aussi. Donc avec eux, quand on discute toute la journée en anglais avec des gens, il y a un moment où on finit par par l'avoir cet anglais courant. Mhm. Mhm. Mais Tout à fait. c'est clair que je pense qu'il m'aurait vraiment fallu extrêmement longtemps pour atteindre le niveau que j'ai en français et que quand je veux travailler en français, je travaille tout de suite beaucoup plus efficacement. Oui, tout à fait. Et puis, ça dépend bon, de plein de choses, mais le fait, déjà, t'as cet entraînement quotidien de par la recherche et de par les conversations que tu peux avoir. Mais le fait de vivre dans un pays, notamment anglophone, peut aider aussi, notamment du côté de l'écriture, parce que on a l'oral d'abord, mais l'écriture reste le plus difficile. Donc, c'est surtout d'un point de vue si tu veux rentrer dans des métaphores, des jeux de mots, des figures de style qu'on n'aurait pas Mm. forcément en français. Donc, c'est très compliqué. Alors, moi, ça a été un peu le contraire parce que j'ai une très mauvaise oreille, donc mon accent a toujours été Mhm. particulièrement désastreux euh, et que j'ai toujours beaucoup plus pratiqué à l'écrit pour l'anglais. Mhm. Mais c'est clair que pour apprendre à parler une langue, faut aller dans le pays. Il n'y a rien qui remplace vraiment le fait d'aller dans un pays. Écoute, je voudrais rentrer un peu dans le vif du sujet de ton roman. Mais avant ça, tu disais tout à l'heure que tu avais un nom de plume. Et je voulais savoir pourquoi et comment tu l'avais choisi. Alors, dans ma vie professionnelle, donc je suis professeure et j'avais envie d'avoir une séparation vraiment nette en fait entre cette vie professionnelle et ce que je considère comme ma vie personnelle, même si publier un livre, c'est pas tout à fait la vie personnelle parce que j'invite pas non plus le lecteur à venir rentrer dans mon salon. Mais je voulais voilà vraiment qu'il y ait cette distinction-là. Et j'ai donc choisi un nom de plume qui était inspiré du nom de ma grand-mère. Voilà, donc ça, quelque part, ça reste mon nom, étant donné que c'est un nom qui vient quand même de ma famille, qui est connecté à mes racines. Mais c'est un nom sous lequel mes élèves ne pourront pas me retrouver. En tout cas, je l'espère. Bon, alors par contre, mes collègues savent qui je suis. Voilà. Ok. Mais je préférerais que mes élèves l'ignorent, surtout que moi je suis professeure en collège et que Mhm. actuellement donc je n'écris pas pour cette tranche d'âge, donc j'aimerais éviter qu'ils viennent lire mes livres. Ouais, je comprends. Ouais, il y a le côté. Ouais, bah, comme tu parles de tranche d'âge, donc la cible qui est un peu différente. Et puis, bon, voilà, les élèves, c'est toujours un petit peu compliqué. Je comprends que tu veuilles différencier aussi.
par rapport à tes classes. Ok. Et puis c'est un bel hommage aussi pour ta grand-mère que ça reste quand même lié à tes racines. Tu disais tout à l'heure que tu es très fan de fantasy et donc tu écris de la fantasy, notamment historique. Euh, Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est parce que justement tu as baigné dans Le Seigneur des Anneaux et dans d'autres histoires fantastiques ou alors c'est plutôt par habitude? Est-ce que tu as essayé d'autres genres? Alors, il y a plein de réponses à ça. Alors, je vais vous donner la réponse la plus courte qui est celle des autres genres. Donc actuellement, en parallèle de mes projets éditoriaux, je suis sur une fanfiction dans l'univers du jeu de rôle Knights, Hmm. qui est un jeu apocalyptique futuriste. Donc ça fait au moins cet autre genre-là, même si on pourrait dire que ça a des points communs avec la fantasy, parce qu'entre science-fiction et fantasy, la limite est pas toujours très claire. Mais voilà, ça m'est arrivé de partir dans d'autres genres, même en ce moment. Et pour ce qui est de la fantasy historique, alors quelque part, je pense que mon grand rêve à l'origine, c'était d'écrire de la littérature historique, mais j'ai un énorme blocage là-dessus, puisque je n'arrive pas à me faire à l'idée que je pourrais faire des erreurs dans mon livre et diffuser de fausses informations ou une fausse image d'une période historique. Alors, quand c'est d'autres personnes Hmm. qui le font, souvent ça ne me dérange pas, mais on est toujours beaucoup plus sévère avec soi-même. Et le jour où je me suis Ouais. retrouvée à passer une après-midi entière à regarder un papier d'archéogéologie en anglais, alors que c'était des termes que je comprenais même pas en français, pour savoir à quoi ressemblait le lit du Rhin en 800, j'ai fini par me Ouais. dire que le roman historique n'était peut-être pas fait pour moi, qu'il y a un moment où il faut réussir quand même à écrire. Et Ouais. à Ouais. côté de Ouais. ça, une autre série dont je suis une très très grande fan, c'est le Trône de Fer. Et pour Mhm. moi, le Trône de Fer, en fait, c'est un excellent compromis, puisque à la fois, il y a un côté vraiment très très historique dans, dans le Trône de Fer. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses inspirations, puisque les inspirations principales qu'il cite, ce sont surtout des, euh, des sagas historiques, donc pour George Martin. Mhm. Et voilà, pour moi, c'était un très bon compromis. Et le fait de ne pas être dans notre monde à nous, ça a un côté libérateur, puisque j'ai le choix de mélanger des villes, j'ai le choix de mélanger des choses sur une période un peu plus large, j'ai le Mhm. choix de changer des petites choses sur la société, d'exclure par exemple des types d'oppression que je n'aurais pas envie de traiter dans un livre, ou, ou de créer en fait des personnages qui vont être très inspirés d'un personnage historique, sans que ce soit ce personnage historique, puisque là aussi j'ai une certaine barrière sur le fait d'écrire sur des personnes qui ont réellement existé, alors Ouais. que j'adore lire des choses là-dessus. Mais c'est une barrière qu'il va falloir que je dépasse à un moment, puisque sur le long terme, j'aimerais bien écrire sur Alexandre le Grand. Donc quelque part, il va falloir que j'arrive à surmonter ça. Mais voilà, la fantaisie, quelque part, pour moi, c'est l'historique avec la liberté en plus. D'accord, ouais. Oui, du coup, ça, comme tu disais, ça te permet un certain recul où tu peux dire, bon, bah, je peux faire ça parce que c'est une inspiration, mais je colle pas directement à l'époque ou au personnage. Je comprends le stress, d'autant plus en histoire où j'ose imaginer que les lecteurs peuvent être très à cheval parce que c'est des passionnés eux-mêmes. Donc, et comme tu disais, on est toujours plus difficile ou plus dur avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres. Et c'est compliqué de... Tu peux vite te retrouver bloqué dans les recherches en te disant bah, je veux que ça soit à tout prix parfait et du coup bah t'écris pas pendant plusieurs mois ou plusieurs années parce que tu veux rechercher le moindre, je sais pas, la boisson que, que tel personnage peut avoir au petit déjeuner. Ah ben ça m'empêche pas de le faire parce que j'adore ça, mais il n'empêche. Mais le pire, c'est que mes livres historiques préférés,
ne sont pas forcément ceux qui sont les plus histo, en fait, parce que le fait qu'un roman soit parfaitement historique, eh bien, en fait, ça n'en fait pas un bon roman. Et, Mhm. euh, et je trouve aussi que ça, c'est un peu le piège de l'histo, mais que commettent certains, dans lequel tombent aussi certaines personnes en fantasy, c'est que finalement, on lit des romans pour l'histoire et les personnages, et si l'histoire et les personnages ne sont pas intéressants ou cèdent trop la place à des exposés sur l'univers, que ce soit un univers historique ou fantasy, en fait, il y a un moment où le lecteur va s'ennuyer et le lecteur, il n'ouvre pas un roman pour assister à un cours d'histoire, en Ouais. fait. Donc, ça, c'est aussi un écueil qu'il faut réussir à éviter, surtout quand on se dit qu'on a fait des heures et des heures et des heures de recherche sur un sujet qui peut-être nous serviront à faire 2 phrases que le lecteur ne remarquera pas, mais il vaut mieux faire 2 phrases que le lecteur ne remarquera pas qu'un paragraphe entier qui va lui faire reposer le livre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et est-ce que c'est un souci du coup que tu as eu avec ton roman à paraître l'année prochaine aux éditions Plume Blanche, Les cerfs sous le velours noir? Est-ce que tu as eu ce souci au niveau des recherches? Lors de la réécriture, j'ai beaucoup coupé. Lors des corrections éditoriales, j'ai aussi beaucoup coupé. Faut se dire ça aussi, c'est-à-dire que le premier jet, on va mettre plein de choses et puis quand on va relire, je relis mon paragraphe et je me dis mais le lecteur, mais il s'en fiche et du coup je vais en virer la moitié et puis aux corrections suivantes, je vais en retirer encore la moitié. Donc ça c'est des problèmes qui se règlent. Après ça se règle pas quand notre premier chapitre n'est constitué que d'exposition. Mais quand j'écris, j'essaie de garder en tête que le lecteur s'en fiche de l'univers. Et d'ailleurs, sur le Trône de Fer, j'avais relu le Trône de Fer pour voir justement combien il y avait d'expositions, donc combien de temps George Martin passait à présenter son univers. Et en fait, très très peu. Et si son univers est très gros et très touffu, c'est juste parce qu'il a écrit beaucoup de livres dedans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit très bien, on va pas trop parler de l'univers et on va plutôt écrire 15 bouquins dans l'univers en question. Mais malgré tout, ça reste un premier roman et c'est vrai qu'il y a des fois où je me demande mais là, est-ce que j'aurais pas dû couper encore plus? Je ne sais pas, je verrai ce que me diraient les lecteurs, ce que me diront les lecteurs, s'ils ont trouvé que c'était trop ou pas assez. Voilà, mais de toute façon, je pense que quand on arrive au stade où on doit laisser partir le livre, on a tout un peu des angoisses sur comment il va être reçu, puisque là actuellement je suis à l'étape donc du bon à tirer. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas très familiers des étapes de l'édition, le traitement d'un livre par un éditeur, on commence par les corrections éditoriales où on corrige l'intrigue, puis on a une phase de correction par un correcteur professionnel qui va se charger du style, des répétitions et des fautes d'orthographe. Et la toute dernière, c'est le bon à tirer. C'est la dernière lecture. Là, on cherche les endroits où il manque un italique, là où il y a une faute qui a un peu échappé. Et donc là, mon bon à tirer, je l'envoie dans une semaine. Et donc dans une semaine, je ne serai officiellement plus l'autrice de ce livre, dans le sens où je ne pourrai plus toucher à ce livre. Il devra aller vivre sa petite vie tout seul. Et donc c'est à cette étape, en relisant, que j'ai plein de passages où je me dis mais là, est-ce qu'ils vont s'ennuyer? Là, est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce que ça va leur plaire? En sachant que c'est trop tard pour changer Ouais, et c'est qu'il faut l'angoisse quand accepter de même. lâcher prise. Écoute, est-ce que tu pourrais nous pitcher justement ton roman? Nous expliquer un petit peu c'est quoi l'ambiance, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc l'ambiance de ce roman, ça se déroule donc dans un univers qui est très inspiré de la Renaissance italienne. Donc, si vous avez déjà vu des séries sur les Borgia, sur les Medici, si vous avez joué à Assassin's Creed 2 aussi peut-être, eh bien c'est ce type d'ambiance, ce type d'univers, donc entre renouveau de l'art, complot et bien entendu très belle robe.
Voilà, parce qu'on va pas se le cacher, c'est aussi l'intérêt de la fantaisie. Et donc dans cet univers-là, on suit Francesca, qui est donc une jeune femme qui vient d'une très riche famille marchande, qui appartient à la patricie de sa ville, donc c'est-à-dire à la haute noblesse de sa ville, et elle découvre que son frère a été assassiné. Et il y a une personne qui est suspectée de cet assassinat. C'est un jeune homme qui s'appelle Vittorio Cavalieri. Et Vittorio Cavalieri, le problème, c'est qu'il fait partie des cercles vraiment des personnes les plus riches et les plus puissantes de cette ville. Et le problème que ça pose, c'est que dans ce genre de ville, quand on est très riche et puissant, la justice ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement, on ne poursuit pas les personnes qui sont les plus puissantes parce qu'elles ont l'argent d'acheter, parce que c'est eux qui nomment la garde pour la police, par exemple. Et Francesca va donc arriver à la conclusion que si elle ne mène pas l'enquête, personne ne le fera. Or, Francesca, elle vit dans un monde qui est extrêmement patriarcal, dans lequel les femmes, et surtout les femmes de la noblesse, normalement restent à l'abri dans leur palais. Et rester à l'abri dans un palais quand on doit enquêter sur un meurtre sordide, c'est quand même un petit peu limitant. Et donc elle va devoir trouver le moyen de découvrir si Vittorio est bien l'assassin ou pas de son frère, malgré les limites qui sont imposées aux femmes de son rang et malgré ses propres limites, puisque elle a été éduquée dans cette société dans laquelle les femmes sont censées rester à l'abri, dans lesquelles les femmes pleurent les membres de leur famille et où ce sont les hommes qui sont censés les venger. Et en parallèle de ça, Francesca, donc elle adore la peinture, mais elle vit aussi dans un monde où être peintre professionnel, c'est un métier d'homme et où la plupart des sujets sont réservés aux hommes. Et pour peindre, en fait, pour devenir peintre, il va falloir aussi réussir, pour cette jeune femme, à se libérer de ces clichés qu'il peut y avoir dans sa société, comme quoi une femme ne peut pas peindre de la violence, comme quoi la femme ne peut pas peindre de grands tableaux. Voilà, c'est aussi à travers cette enquête l'occasion pour elle de faire tomber des barrières qui l'empêchent finalement de se réaliser en tant qu'artiste. D'accord. Ouais, donc il y a quand même pas mal de sujets hein, qui ressortent de ton pitch. Je voudrais commencer avec la Renaissance italienne. Pourquoi cette époque et ce lieu? Est-ce que c'est des époques que tu as adorées pendant tes études ou tes recherches? Parce que tout à l'heure, on parlait d'autres époques historiques. Ou comment tu as imaginé cette histoire je répète beaucoup époque, excuse-moi, mais du coup, à cet instant T. Alors c'est une période en fait que j'ai pas du tout pu aborder lors de mes études et que j'ai découverte d'abord via des séries télé. Alors je parlais tout à l'heure de la série sur les Borgia. Alors il y en a 2 qui sont sorties et j'avais adoré vraiment les 2. Et c'est une période qui a une réputation d'avoir beaucoup de meurtres, des histoires d'adultère, des empoisonnements, des drames, et en même temps qui est beaucoup à petite échelle, parce que l'Italie de la Renaissance, c'est des villes, c'est des petites principautés, c'est des petits duchés. On n'est pas à l'échelle d'un immense royaume, donc en fait finalement on est à une échelle très humaine. Et alors, on dit souvent que la fiction, ça dramatise beaucoup des périodes. Dans le cas de la Renaissance italienne, en fait, pas tellement. D'accord. C'est-à-dire que les séries ont tendance à être plus aseptisées que ce que pouvait être la réalité, parce que sinon on n'y croirait pas. Voilà, c'est vraiment des siècles qui sont extrêmement violents, avec des oppressions qui sont très très fortes. Et c'est aussi une période pour laquelle on a beaucoup de sources. Donc, c'est-à-dire que si on veut faire des recherches dessus, on peut trouver des tableaux, on peut trouver des livres, il y a des films qui ont été faits, il y a eu des pièces de théâtre qui ont été écrites aussi. Donc, il y a vraiment énormément de sources d'inspiration. Et puis, l'Italie, comme le sud de la France, c'est des paysages
que personnellement je trouve très beau. Donc c'est vrai que j'ai une certaine affinité avec ce à quoi ressemblait cette époque. Parce qu'il y a des époques où eh bien, je trouve que les vêtements sont moches, que l'architecture n'est pas belle, et où je n'aime pas leur façon de parler dans les textes. Et ben, ces périodes-là, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal à m'y intéresser. Donc voilà, ça faisait un peu un faisceau d'éléments qui faisait qu'à ce moment donné, j'avais eu envie de me poser sur cette période-là. Oui, et ben c'est intéressant parce que j'allais justement rebondir sur l'esthétisme parce que on a bon tu parlais de séries tout à l'heure et c'est vrai que on a souvent des idées bon par exemple pour Game of Thrones c'est pas le Moyen Âge mais il y a une inspiration donc tu vois un petit peu au niveau des costumes etc bien que ça dépend des familles mais en tout cas pour les séries que tu as citées tout à l'heure euh, quand on parle de Renaissance italienne, on voit les robes, on voit les costumes, les couleurs. Est-ce que ça a été quelque chose de, peut-être pas de difficile, mais de particulier à intégrer dans un livre? Parce que du coup, y a tellement de descriptions à faire. C'est vrai que c'est compliqué de décrire un tableau sans que ça prenne des pages et des pages et que ce soit rébarbatif. En tout cas, c'est un roman qui m'a fait m'intéresser à l'histoire des arts, euh, ce qui est une discipline à laquelle j'avais pas trop touché avant le roman. Donc en tout cas, c'est vrai que ça a ouvert ma curiosité là-dessus. Et surtout, ça m'a fait découvrir un historien donc, qui s'appelle Pastoureau, qui a écrit des petits livres sur les couleurs, donc sur le rouge, sur le bleu, sur le noir, qui ont été des lectures vraiment hyper intéressantes. Après, c'est comme ce que je disais sur l'univers, c'est que bah, le lecteur, il ne prend pas un roman pour avoir des exposés Mhm. sur des tableaux qu'il ne voit pas. Donc, je pouvais pas en mettre énormément non plus, mais il y a une importance à la peinture. On retrouve des choses sur l'histoire de l'art, sur le rôle des artistes, sur le rôle des mécènes. Donc, c'est quelque chose qui infuse aussi un petit peu le livre, mais aussi par rapport au personnage. C'est-à-dire que Francesca, elle, quelque part, elle a ce. Alors, c'est pas un rêve parce qu'on peut pas rêver de ce qu'on pense impossible, mais cette envie de faire de la peinture et dans son Mhm. parcours personnel, dans le parcours des femmes qui sont autour d'elle, bah, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et ça peut être moteur d'intrigue. Donc la peinture, on la retrouve aussi par rapport à aux rencontres que ça peut provoquer entre personnages, par rapport à leurs aspirations aussi. Donc il y a un personnage important que Francesca rencontre justement à travers son goût pour la peinture. Ouais, donc ça joue aussi un rôle dans le scénar. En fait, il faut pas que ce soit uniquement décoratif, parce que si c'est juste dire, bah, elle entre dans une maison et là il y a un tableau et sur le tableau on voit ça, ça c'est Mhm. pas intéressant. Ce qui est intéressant par contre, c'est de dire elle rentre dans cette pièce et dans cette pièce il y a ce tableau, mais ce tableau ça apprend ça sur le propriétaire de la pièce en fait. Ouais. Et cet élément qu'on a appris par la présence de ce tableau, ça va nous aiguiller sur est-ce que cette personne peut être utile à l'enquête ou pas. Est-ce que cette personne va être un obstacle? Est-ce que cette personne va être plutôt un allié? Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est un peu la difficulté de tout dépend la vision de l'auteur parce que ben, on a tous une visualisation, on va dire, interne différente. Donc il y a des personnes plus, j'allais dire graphiques, mais qui vont avoir ils vont lire une description et ils vont avoir l'image en tête comme au ciné, d'autres non. Donc ça peut être un peu compliqué parfois de retransmettre en mots ce que nous on peut visualiser sans ennuyer le lecteur. Comme tu disais, parfois on veut trop détailler et c'est un peu compliqué. Mais ce que tu disais par rapport à l'enquête donc de Francesca par rapport au meurtre de son frère, je trouve ça intéressant parce que bah, c'est compliqué pour elle étant donné que c'est une femme et comme tu le dis, elle est censée rester au palais. Donc cet élément un petit peu émancipation, pardon. Je me demandais comment tu l'avais ficelé avec le reste du récit parce que bah, tu as quand même plusieurs éléments qui se chevauchent. Et elle est quand même pas mal occupée, l'héroïne. Elle a pas mal de choses à gérer.
Ah bah ça, c'est clair qu'elle fait beaucoup de choses, mais déjà, il y a un élément sur Francesca, c'est que Francesca, elle est riche et en tant que femme riche, elle a des personnes à son service et il y a des personnes aussi qui vont collaborer avec elle automatiquement parce qu'elle est noble et que dans une société comme celle de la Renaissance italienne qui est ultra classiste, on ne peut pas dire non à un noble, en fait. Donc, certes, elle est femme et ça l'handicape là-dessus, mais le fait qu'elle soit noble, c'est aussi un atout, c'est-à-dire que elle serait fabricante de bougies. C'est clair que l'enquête, ce serait encore plus difficile pour elle à mener parce que non seulement elle serait une femme, mais en plus elle serait pauvre. Et, euh, et dans les sociétés comme ça aussi, quand on met le nez dedans, on se rend compte que en fait, il y a le cadre global tel qu'il est dicté par la société et il y a comment les gens s'arrangent en réalité. Et on découvre en fait qu'il y a certaines femmes qui sont beaucoup plus indépendantes que ce qu'elles devraient être. On découvre aussi qu'il y a des hommes qui sont beaucoup moins hostiles à l'action féminine que d'autres, et notamment Francesca. Elle bénéficie d'un soutien qui est un soutien particulièrement déterminant, c'est que le cousin de Francesca est haut inquisiteur de la ville où ils vivent. Et lui ne peut pas mener l'enquête parce que, en tant que haut inquisiteur, il n'est pas censé se mêler de ce type de justice-là. Faudrait que ça concerne la religion pour qu'il puisse s'en mêler. Mais lui, il a quand même un bagage d'enquêteur. Il est capable de l'aiguiller à certains moments parce que elle, n'ayant jamais mené d'enquête, c'est aussi qu'elle sait pas comment s'y prendre à la base. Mais quand on a un cousin avec qui on s'entend très bien, qui est dans l'Inquisition, direct, lui, il a des contacts, lui, il a des conseils à donner. Et en tissant des réseaux et en se trouvant des alliés moins fermés d'esprit ou tout simplement qui sont prêts à écouter une femme parce qu'elle est noble, elle va pouvoir se débrouiller. Mais il faut se débrouiller aussi un peu par l'influence, un peu par la ruse, un peu en se cachant. C'est clair que si elle avait été un homme, ce serait un peu plus simple pour elle. Mais d'un côté, on lit des livres aussi pour voir nos héros surmonter les obstacles qu'ils ont sur leur route. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment dans le tirage de ficelle, les manigances, ce genre de choses. Et bah, comme tu parlais de religion justement, je vais rebondir sur ça parce que bah, c'est quand même une fantaisie. Donc tu apportes un petit peu un côté surnaturel à ton roman, un côté spirituel on va dire, parce qu'il est question d'anges et d'archanges. Et bah, là tu vois, depuis tout à l'heure on parle de ton roman, donc on parle de Renaissance italienne, on parle de... Et on pourrait penser que c'est qu'un roman historique, mais ce n'est pas le cas. Donc comment tu as incorporé cet autre aspect au récit? Alors déjà, on a des anges qui apparaissent dans le roman. Il y en a même un qui se pointe dès le prologue. Et c'est vrai que pendant la Renaissance italienne, c'était relativement rare que des créatures magiques apparaissent même au Vatican. Donc on a cet élément-là qui est que pour les gens de cet univers, les anges existent et ils le savent parce que ils les voient. C'est-à-dire que ils les voient pas tous les jours, puisque les anges ont autre chose à faire que de passer leur temps avec les mortels. Mais on a des anges qui participent à des processions religieuses, qui peuvent intervenir en cas d'épidémie. Il y a un ange qui est résident dans le palais de l'Inquisition en permanence. Donc ce sont des créatures qui sont tout à fait réelles. Là, c'est pas du tout une question de foi, puisqu'on peut les rencontrer. Mhm. Alors après, je ne vais pas dire si ces anges ont un impact sur l'enquête ou pas, ça je vais vous laisser le découvrir. Mais en tout cas, dans la vie de Francesca, ça a un impact puisque Francesca, elle a donc un ange préféré, donc comme la plupart des gens à ces époques-là, qui souvent ont des petites médailles avec un saint en particulier, par exemple, ou dont on a dédié ou des fois on dédiait les enfants aussi à des saints pour les protéger. Donc là, c'est un peu pareil. Et Francesca, l'ange qu'elle a choisi, donc qui est Auriel, l'ange du ciel et des oiseaux,
qui est un archange qui passe un peu son temps à ghoster l'humanité. Clairement, les humains ne l'intéressent pas vraiment. Et Francesca, en fait, elle adore la fauconnerie, donc elle est fauconnière parce que elle trouve que les faucons sont des animaux cruels et elle, ça lui plaît bien. Voilà. D'accord. Et elle a donc cette dévotion envers cet archange qui est peu prié, qui fait qu'elle a un lien très particulier avec ces oiseaux, qu'elle cherche des signes dans les chasses de ces faucons, on la voit prier régulièrement, donc elle a une pratique religieuse, mais comme beaucoup de gens de cette époque historique, c'est le cas aussi dans cet univers-là. Et alors là aussi, je ne vous dirai pas à l'avance est-ce que Auriel répond à ses prières ou pas, mais disons simplement que elle rencontre un beau jeune homme qui est archevêque du frère jumeau d'Auriel, donc l'archange du feu et de la guerre, et que voilà, il est possible que ça ait un rapport avec les prières en question. Voilà, c'est-à-dire que Auriel, il s'occupe pas des humains, ça l'intéresse pas, mais il a un frère jumeau qui est un peu plus impliqué dans la vie des mortels. Bah écoute, avant de continuer, je voulais passer à l'interview catastrophe, la fameuse. C'est un peu une interview Inception, parce que c'est une interview dans l'interview, donc c'est une micro-interview. Et j'aime bien changer on va dire, de concept à chaque saison du podcast. Donc j'ai déjà fait un peu avec un timer, j'ai fait le tac au tac, le portrait chinois. Et la nouveauté donc pour cette 3e saison, c'est l'interview catastrophe. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais te donner deux petits énoncés, on va dire, d'une catastrophe qui se passe dans notre monde, et tu vas me dire comment tu réagirais, en parfaite autrice pleine d'imagination. Ah, comment moi je réagirais ? Oui. Ah non, mais parce que moi, mes personnages, ils sont dégourdis, mais moi, je suis une victime, en vrai. T'inquiète pas, ok, c'est donc pas grave. allons-y. C'est bon, ok. Alors, imagine un astéroïde fonce droit sur la Terre. Bon, en gros, on est cramé, hein, il va pas pouvoir se passer grand-chose, mais tu as le temps de faire 3 choses avant que l'astéroïde nous écrase. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je dirais bien essayer de lire tous les livres de Tolkien que je n'ai pas encore lus. Mais on va dire que plutôt première chose, j'embarque les chats. Deuxième chose, avec mes chats, je pars retrouver ma famille. Et la dernière, je pense que je leur fais un gros câlin, probablement. Bah, à la famille, pas que aux chats. Oui, pas que aux chats. Ok. Et la deuxième catastrophe que tu vas devoir surmonter, la Terre devient invivable et tout le monde doit partir sur Mars. Quels sont les 3 objets, donc tu ne peux apporter que 3 objets, dans la fusée qui part sur Mars ? Qu'est-ce que tu prends ? Alors mon ordinateur portable, étant donné que on peut rentrer un nombre quasi infini de e-books dans un ordinateur portable, du coup la boîte à chat avec les chats dedans, on n'a pas dit qu'on ne pouvait rien mettre dans l'objet. Okay. Non, c'est vrai. Oui, tu as raison. Tu as raison. En dernier, c'est difficile. Alors j'ai envie de dire un truc stupide, mais c'est parce que mes yeux se sont posés dessus parce qu'elle est sur le meuble télé. Mes yeux se sont posés sur ma rapière de la Renaissance qui est sur le meuble télé. Non, soyons sérieuses, un paquet de croquettes pour les chats, puisqu'on emmène les chats. Ok. Oui, c'est mieux quand même, du coup, pour qu'ils puissent survivre au voyage en fusée. Ok, très bien. Bah écoute, la torture est terminée. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et bah de rien. Alors du coup, pour revenir à ton roman, parce qu'on parlait d'émancipation, et bon, tu l'as bien expliqué, effectivement, Francesca est noble, mais ça reste une femme, et tu écris une fantaisie, certes historique, mais une fantaisie de mœurs féministe. Et je voulais savoir si ça avait été difficile pour toi, peut-être de déconstruire quelques personnages dans ton roman, ou essayer de faire passer certaines valeurs, même si elles ne correspondaient pas tout à fait à l'époque dans laquelle se passe ton roman. Alors en fait, paradoxalement, le fait que ça ne corresponde pas du tout aux valeurs de ces époques-là,
ça facilite les choses parce que la Renaissance, c'est hyper sexiste, hyper classiste, et donc les ficelles sont hyper grosses. Elles sont beaucoup plus visibles en fait que dans notre monde à nous. Ce qui fait que ça rend plus facile le fait de mettre en lumière certaines choses qu'on a toujours aujourd'hui. Donc les barrières mentales que peuvent se mettre les femmes, le fait qu'il y a des femmes encore aujourd'hui qui ont du mal à sortir de l'espace domestique ou de leur quartier aussi. Donc ça, c'est quelque chose que je vois en tant que professeur, c'est-à-dire que les garçons, en termes d'orientation, ils vont plus facilement partir loin que les filles pour s'orienter. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très flagrant quand je dis bah Francesca en tant que femme noble, elle n'est pas censée quitter son palais. On se dit ça n'existe pas aujourd'hui, mais si d'une certaine façon ça existe, le fait que les femmes sont bloquées dans des espaces bien déterminés. Donc à la fois ça rend ça très visible et en même temps comme c'est pas notre monde à nous, ça veut dire qu'on peut discuter en fait cette forme d'oppression sans se sentir immédiatement agressé dans ce que nous on peut subir, je pense. Donc Ouais. pareil pour les limites mentales qu'elle peut avoir, elles sont beaucoup plus flagrantes, beaucoup plus exprimées à voix haute dans son univers à elle que ce que c'est chez nous où ça peut être beaucoup plus insidieux. Donc à la fois ça met une distance avec notre univers Mhm. et en même temps bah c'est hyper flag et plus c'est flag et plus c'est facile de jouer avec. Après c'est vrai que ça met certaines limites, c'est-à-dire que Francesca à la fin du bouquin ne peut pas devenir une féministe entièrement déconstruite qui s'est débarrassée de tous ses biais et qui va vivre en femme libérée, ne serait-ce que parce que dans l'univers où elle vit, ben, en fait, si elle fait ça et qu'elle perd le soutien de sa famille et de son milieu social, bah, en fait, elle va finir miséreuse. En fait, elle va finir Mhm. miséreuse Mhm. Ouais, et la elle rue. va mourir de Mhm. faim. En fait, voilà. Mhm. Donc elle n'a pas cette liberté là, mais ce que ça permet de découvrir aussi, c'est que même dans des sociétés comme ça où on peut pas vivre pleinement son émancipation, bah, en fait les gens ont toujours trouvé des espaces de liberté ou en tout cas les ont créés. Donc ça peut être bah, par exemple tous les lieux secrets où se retrouvaient les personnes LGBT au fil de Mhm. l'histoire. Et ça aussi c'est une forme d'émancipation. Euh, Ça peut être aussi trouver l'émancipation dans la sororité, dans le fait de s'associer aux bonnes personnes, dans le fait de changer son comportement bah, dans sa vie privée, là où le reste de la société peut pas forcément mettre son nez. Donc il y a des limites à ce qu'elle va pouvoir faire, ça c'est évident. Et puis en un seul roman, on peut pas tout déconstruire. Hein. Francesca, Non, oui, tout à fait. Ouais. elle a intégré beaucoup de sexisme, mais aussi Francesca, elle est hyper classiste. Mhm. Et comme tout le monde à la Renaissance, à la Renaissance, tout le monde pense que bah quelqu'un qui est né riche, il a des droits différents, c'est parfaitement normal, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça. Et Francesca, elle est comme ça, hein, de son point de vue à elle, un pauvre, c'est pas équivalent à un personnage de la Patricie. Donc, certes, elle va déconstruire des choses, mais il faut pas s'imaginer que ça va devenir une militante des droits humains. Alors, ça veut pas dire qu'il y a personne dans le roman qui conteste ce type de société, mais Mhm. c'est une longue route à parcourir. Et dans le roman, on suit Francesca pendant à peu près un mois de sa vie. Donc, c'est Ouais. clair qu'en un mois de sa vie, elle a juste le temps de faire le début du chemin, en fait. Oui, et puis aussi, il faut se dire que les personnages ne sont pas parfaits. Donc tu peux pas avoir une héroïne qui, d'un coup, elle a vu la lumière et elle accepte tout, ou en tout cas, elle se déconstruit 100%. Et enfin, il y a un voyage, on va dire, interne. Mais ce qui rend intéressant aussi, c'est bah, le fait d'avoir encore des défauts. Et ce qui peut également ouvrir une discussion avec les lecteurs. Pourquoi ils ont aimé tel personnage ou n'ont pas aimé même le héros. Oui, tout à fait. Et puis dans une société comme celle-là,
il y a des choses, en fait, dont elle peut devenir consciente, mais qu'elle ne peut pas changer parce que la société autour d'elle ne va pas changer. Donc, par exemple, il y a des débats, alors c'est dans le premier tiers du livre, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que ça ne spoile pas trop, mais à un Mhm. moment, Francesca a un débat avec un de ses frères sur la question de l'héritage, et son frère lui dit, bah, tu devrais hériter parce que tu mérites d'hériter. Et on pourrait se dire, bah ok, c'est à son avantage, donc elle devrait accepter. Mais Francesca, elle, ce qui sort d'elle, c'est un non catégorique, car si elle hérite, ça veut dire que l'argent de sa famille part dans un autre clan. Et Et elle est oui. dans un monde où la loyauté à sa famille, c'est extrêmement important. Et donc, bah, quelque part, si elle s'émancipe en se disant, bah oui, je vais devenir héritière, pourquoi pas, j'ai les mêmes droits que mes frères. Mais si elle fait ça, de son point de vue, c'est aux dépens de son clan qu'elle a le devoir de défendre. Donc, quelque part, si elle essaye de s'imposer comme figure féministe indépendante, c'est aux dépens de choses qui ont énormément d'importance pour elle et ça représentera un sacrifice énorme pour elle et sa famille. Donc il y a un coût à ça, il y a un coût à rejeter, à rejeter les oppressions qu'on subit et un Mhm. coût à aller contre la société dans laquelle on vit. D'autant plus que dans la sienne, la justification, c'est bah il y a tel archange qui a dit que c'était comme ça. Et bah, si c'est un archange, forcément, c'est que C'est c'est bon, quoi. la Mhm. bonne façon de faire. Et comme encore une fois, bah, les archanges, enfin les anges, ils les voient. En fait, ce sont des créatures réelles. On n'a pas à discuter de oui, mais si cet archange n'existe pas, mais en fait, si il existe, on l'a vu, Mhm. cet archange. Mhm. Et pour juste pour les auditeurs, on est d'accord que si Francesca, donc tu parlais de partir dans un autre clan, l'argent si elle l'héritait, c'est par rapport au mariage en fait. Donc si elle accepte de changer quelque chose, donc notamment par rapport à l'oppression, on va dire bon bah une fille peut hériter, bah en fait elle donne à une autre oppression entre guillemets parce qu'elle va être obligée de se marier et donc de passer ce pouvoir à quelqu'un d'autre, si je me Mais trompe c'est pas. ça, tout à fait. C'est que ses enfants, en fait, appartiendront à la famille de son mari. Et donc, tout l'argent de Mhm. sa famille part dans la famille de son mari. Et le nom de sa famille disparaît en faisant ça. Ses enfants ne Ouais, porteront pas son ouais. nom à elle. Et dans cet univers-là, c'est vu comme quelque chose de dramatique pour une famille. Que le nom disparaisse et que le patrimoine parte ailleurs à cause de ça. Et elle veut pas faire ça. Parce que Mhm. c'est une bonne Mhm. fille. Et qu'une bonne fille est une fille loyale et soumise dans cet univers. Évidemment, évidemment, ouais. D'accord. Bah écoute, je voulais parler un petit peu de ton inspiration, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, voilà, on a parlé de fanfiction, puis après on a parlé du roman en lui-même, mais comment tu as fait la jonction et comment t'es venue l'inspiration pour ce roman-là en particulier? Alors à l'origine, c'était une campagne de jeu de rôle que j'ai fait Ok. avec des amis, ce qui du coup a pas mal aidé pour l'enquête, puisque j'ai pu reprendre une partie de leur cheminement pour faire mon scénario. Donc voilà, j'avais envie de jouer dans ce type d'univers, j'avais une bande d'amis qui aimait bien aussi, et on a eu donc ce premier contact-là avec cette histoire. Et quand j'ai terminé ma fanfic en anglais, je me suis dit, tiens, je suis capable d'écrire un roman. Je me suis dit, tiens, ce scénario-là, il y a un univers qui est sympa, il y a des personnages qui sont intéressants. Euh, je pense que ça pourrait faire un bon roman avec beaucoup d'adaptations. Alors, beaucoup Mhm. d'adaptations parce que les objectifs d'un jeu de rôle sont très différents des objectifs d'un roman et on ne peut pas écrire le compte-rendu d'une campagne de jeu de rôle et attendre que ça fasse un bon roman. Bien Ça sûr. ferait un roman catastrophique, donc il ne faut pas faire ça. Mais du coup, il y a eu beaucoup de travail donc pour réfléchir à qu'est-ce que je gardais comme arc, qu'est-ce que je ne gardais pas, qu'est-ce que je gardais comme point de vue, qu'est-ce que je gardais comme personnage, quel devait être le ton du roman aussi, puisque dans une partie de jeu de rôle, on peut se permettre d'avoir des moments très dramatiques et des moments où on rigole entre copains. Dans un roman,
si on se met à rigoler au beau milieu de quelque chose de dramatique, ça casse complètement le ton. Donc, il y a vraiment eu un gros travail à faire pour vraiment écrire le scénario d'un livre qui soit fait pour être un roman lu par des lecteurs. Voilà. Donc, ça a demandé pas mal de travail, un bon gros plan. Et puis, beaucoup de nettoyage entre le premier jet et le deuxième jet, puisque il y avait quand même des choses où c'était un petit peu le bazar par moment, mais c'est aussi à ça que ça sert de faire une réécriture. Faites une réécriture, n'envoyez pas vos premiers jets aux éditeurs. Non, c'est obligatoire, ouais. On a tendance à faire cette erreur quand on commence, mais même pour en auto-édition, hein, n'éditez pas votre premier jet, non. C'est ça, faites un premier jet, laissez-le pendant 1 an sans y toucher, attendez le stade où vous avez l'impression de détester tout ce qu'il y a dedans, et faites votre réécriture à ce moment-là. Alors 1 an, je sais pas, mais au moins quelques semaines, ouais. Ça dépend après en fonction du roman, j'ose imaginer, mais oui, il faut le laisser reposer comme de la pâte à pain de côté, et après Voilà, la tout à fait. retravailler petit à petit. Je voulais parler un petit peu un peu hors écriture, mais ça a un lien quand même avec ton univers. Sur Instagram, tu as des photos en costume notamment. Je voulais savoir si tu participais à des reconstitutions et est-ce que ça ça pas t'inspiré, mais ça t'aide peut-être pour l'écriture, le fait de rencontrer d'autres gens en costume, etc. Alors en fait, moi dans la vraie vie, je suis une personne extrêmement timide, et la Mhm. reconstitution, souvent c'est des groupes de reconstitution, donc ça veut dire aller vers un groupe d'inconnus. Et pour l'instant, c'est un pas que je n'ai pas réussi à franchir. Et puis dans le costume comme dans l'écriture, j'ai cette peur de l'erreur, en fait, qui fait que j'ai une préférence pour faire des choses beaucoup plus fantasy. Comme ça, au moins, si quelqu'un le voit, personne ne va se dire ah ouais, au Moyen-Âge, c'était vraiment comme ça. Donc voilà, ce côté très fantasy, et du coup, je vais faire n'importe quoi toute seule dans la forêt avec mon appareil photo. Parce que justement, voilà, j'ai un peu cette timidité qui fait que, après, j'ai participé à des jeux de rôle grandeur nature. C'est là que j'ai commencé Ok. à acheter mes premiers costumes. Et c'est vrai que ça fait quelques expériences inoubliables. Mon premier grandeur nature, c'était un jeu de bataille où on était 200 de chaque côté. Euh, donc bien sûr, on n'essaie pas de se tuer pour de vrai. Les armes sont en mousse et des choses comme ça. Mais c'est quand même une expérience rare d'effleurer un peu ce que ça peut être une bataille médiévale à plusieurs centaines de combattants. Et puis, même si c'est pas des costumes historiques, maintenant de plus en plus, j'ai une certaine inspiration historique dans les costumes que je porte, tout simplement parce que les gens dans l'histoire n'étaient pas des imbéciles, et que du coup ils savaient s'habiller de façon avec des vêtements, en fait. Et la différence entre un vêtement et un costume, c'est que le vêtement, il est fait pour être confortable, Ouais. et que en fait, quand on suit ce que faisaient les gens dans l'histoire, on se retrouve avec des costumes qui sont confortables et dans lesquels on peut passer une journée entière en étant bien, parce qu'on a une chemise en lin qui est toute douce et qui est respirante, parce que une cape en vraie laine, ça tient réellement chaud et ça protège réellement de la pluie. Voilà, des petites choses comme ça. Et là, j'avais eu envie de me faire un costume plus histo, donc un costume 14e, parce que c'est la période que je prends pour les costumes de mon roman arthurien. Mais là-dessus, j'ai un autre souci. J'aime beaucoup les costumes masculins. Et donc, en D'accord. fait, voilà, à partir du moment où j'ai un costume masculin, quelque part, le côté reconstitution historique, il est un peu perdu, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est des expériences qui sont intéressantes, tout comme le fait d'essayer de goûter de la nourriture médiévale, d'aller dans des châteaux, d'essayer de monter un peu à cheval pour voir quelles peuvent être les sensations, en fait, parce que
Donc là, je vais citer un dessinateur qui s'appelle Boulet. Donc Boulet, il fait de la BD. Et dans une de ses BD, il disait qu'un conseil qu'il avait eu à l'école de dessin, c'était inspirez-vous du réel et pas du style des autres, car le style des autres est un code. Et si vous vous inspirez de leur style, vous ne faites que coder du code. Et en codant du code, on ne peut que l'appauvrir. Alors on peut discuter ça, dire est-ce que c'est vrai ou pas. Mais en fait, quand on monte à cheval pour la première fois, on va avoir des mots qui vont vous venir, qui seront nos mots à nous, qui nous seront propres, qui seront notre codage de ce moment à cheval qu'on aura vécu, qui ne sera pas la même expérience que le voisin. Et finalement, on va pouvoir découvrir des choses à écrire qu'on n'aurait pas découvertes si on s'était contenté de lire des choses sur le fait de monter à cheval. Et moi qui déteste les chiens, je vois bien que quand j'essaie d'écrire des chiens, j'ai ce problème-là de devoir passer systématiquement par le prisme des autres et que c'est beaucoup plus compliqué que quand j'essaye de décrire quelque chose que j'ai un petit peu expérimenté moi de mon côté. Donc ceux qui veulent écrire de la fantasy, je vous encourage du coup à essayer de vivre des fois certaines des expériences que vivent vos personnages. Alors si possible pas celles qui sont dangereuses et mortelles. Ouais. Voilà. Mais si vous en avez l'opportunité, essayez. Voilà, même si je sais que c'est pas à la portée de tout le monde, parce que souvent c'est un certain coût financier aussi, et que voilà, c'est pas accessible à tous. Mais si vous n'êtes jamais monté à cheval, essayez peut-être une séance d'initiation. Il y a plein de centres équestres où je suis sûre qu'ils seront ravis de vous accueillir. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, et puis bon, après, ça va dépendre dans quelle région on habite, mais voilà, s'il y a des fêtes, bon là, je pense au côté médiéval, mais ça peut être toute autre époque pour la fantaisie. Il y a des reconstitutions, parfois il y a des fêtes, les musées aussi, proches de chez vous, ça peut aider pour certaines choses. Bon, on peut pas forcément toucher, etc., mais on se rend un peu plus compte de l'aspect de certains objets, ou on peut participer, voilà, à des, j'allais dire pièces de théâtre, mais il y a plein d'outils qui peuvent nous faire avoir une expérience un peu plus similaire. Alors, on va pas pouvoir chevaucher un dragon, malheureusement, ça va dépendre de la fantaisie, mais on peut s'en approcher. Pour le coup, on code des fois les événements de notre vie d'une façon assez improbable. Par exemple, les expériences de Tolkien pendant la Première Guerre mondiale, c'était pas une évidence qu'on pouvait les retrouver dans un roman de fantasy, et pourtant on les retrouve. On retrouve avec les marais des morts son expérience de la bataille de Passchendaele. On va retrouver dans le Cri des Nazgûl les bombardements avec les sons stridents des shrapnels, par exemple, alors qu'il n'y a rien à voir entre un bombardement de la Première Guerre mondiale et un Nazgûl. Mais voilà, quand on vit des choses, on peut en tirer des inspirations qui finalement deviendront complètement autre chose dans un univers de fantasy. Et donc, pour le coup, pour monter un dragon, peut-être que en montant à cheval, on peut justement trouver une inspiration sur monter un dragon ou faire du parapente. Je ne sais pas, moi j'ai le vertige, donc je ne ferai pas du parapente, mais pourquoi pas. On sait jamais. Ok. Je voulais rebondir parce que tout à l'heure tu parlais d'un costume par rapport à l'époque arthurienne, parce que tu disais sur Instagram également que tu viens de finir un roman qui se déroule à cette époque. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Parce que c'est quand même un sacré bond, c'est pas tout à fait pareil que ton roman à paraître. Alors tout à fait, alors ça a en commun le fait qu'on est sur de la fantaisie avec des grosses inspirations historiques. Cela dit, c'est un peu un retour aux sources vis-à-vis de Tolkien. Donc en fait, une des caractéristiques de la littérature arthurienne, c'est que, alors le roi Arthur, il est censé avoir vécu au 5e siècle, et quasiment tout ce qu'on lit sur la période arthurienne n'a rien à voir avec le 5e siècle, pour une raison bien simple. On n'a quasiment pas de source de cette période, on ne sait pas du tout ce qui s'y passait. Donc en fait, tous les gens qui vous disent on fait des trucs histo sur le roi Arthur, ces gens-là vous mentent, ça n'existe pas, les choses histo sur le roi Arthur. Et en fait, dès l'époque médiévale, les auteurs se sont mis à faire des fanfictions sur le roi Arthur.
et Ok. avec un sans-gêne, mais pas possible. Alors ouais, donc il y en a qui nous disent qu'en fait c'est les descendants des Troyens, que Lancelot il descend Hmm. du roi Salomon ou des trucs dans ce genre. Mais ils s'en fichent les auteurs médiévaux. Et puis eux, mais l'historicité, ils étaient absolument C'était pas leur tous problème. anachroniques. Ah, mais ils sont tous anachroniques, c'est-à-dire que eux, les auteurs du XIIIe siècle, le roi Arthur, il est armé comme au XIIIe siècle et tout se passe comme au XIIIe siècle. Hmm. Voilà, donc ils s'en fichent totalement. Et du coup, c'est un côté très libérateur parce que, puisqu'il est impossible d'être historique avec le roi Arthur, quelque part, il n'y a rien de plus historique que d'être anachronique quand on écrit dans ce Ouais, monde-là. Donc voilà, c'est vrai. il y a ce côté-là, et en même temps, il y a toute la littérature qui s'est faite par le passé, dont on peut s'inspirer. Donc il y a un peu ce côté, comme quand j'allais piocher dans ce que faisait Tolkien, de creuser une période historique qui n'existe pas, de d'étudier des personnages historiques qui n'existent pas non plus. Et comme ça fait 1000 ans, et même plus que ça, que des Mhm. auteurs font des fanfics où ils font complètement ce qu'ils veulent, en passant par des femmes qui commandent des romantésies, hein. C'est-à-dire que Lancelot et Guenièvre, à la base, c'est quand même une femme de la haute noblesse qui commande à un gars de lui dire écris-moi une romantésie avec un chevalier de la table ronde et la reine Guenièvre. Donc Ah oui, c'est voilà, les parti comme racines de ça. la Ah oui, romantésie. d'accord. Ouais, ben, voilà, Romance. Ok. c'était une duchesse, je crois, qui avait commandé ça. Voilà, je voudrais que tu m'écrives une histoire d'adultère sur une reine. Parfait. Ok. Euh, et du coup, j'aime beaucoup cette idée-là que quelque part on peut pas se tromper Ouais, en c'est parti faisant loin, du quoi. arthurien parce que faire n'importe quoi, dans cet univers-là, c'est dans l'ADN des légendes arthuriennes. Et d'ailleurs, il y a un film qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais voir dans le genre, c'est un film qui s'appelle Night Riders, qui est un film arthurien avec des motards qui date des années 80. Et ça, c'est parfaitement, je Ok. trouve, dans l'esprit de ce qu'on peut faire avec du arthurien. C'est des histoires qui sont toujours réinventées depuis des siècles et des siècles. Et je trouve ça très très beau. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais me lancer là-dedans. Mais Ça me rappelle un podcast, je sais pas si tu connais, mais c'est un podcast historique qui s'appelle Oye Oye avec Alex Ramirez et Manon Bril. Et ils ont reçu un expert justement, il y a un épisode sur la légende du roi Arthur que j'ai trouvé très très intéressant. Et ça rejoint parfaitement ce que tu étais en train de dire par rapport aux anachronismes et l'aspect un peu fanfiction. Donc voilà, c'est un conseil podcast pour les personnes qui nous écoutent. Si vous êtes passionné par le sujet, c'est un très bon épisode. sur le arthurien, je pense qu'il y a d'autres choses auxquelles on doit faire attention qui ne sont pas l'historicité, mais les messages qu'on fait passer. Parce que l'histoire du roi Mhm. Arthur, c'est quand même beaucoup l'histoire d'un roi qui est dans un pays qui subit une invasion de la part de peuples venus d'outre-mer qui sont donc les Saxons, et que ça explique que c'est aussi un univers qui a été beaucoup repris par l'extrême droite au 19e et au Mhm. 20e siècle, et que c'est très facile sans s'en rendre compte en fait d'être un peu raciste quand on fait du arthurien. Mhm. Notamment quand on présente les envahisseurs comme des gros barbares avec qui on pourra jamais s'entendre, alors que quand on regarde, en fait, il y en a qui vivent depuis un siècle en Bretagne, à l'époque du roi Arthur. Donc voilà, Mhm. moi je trouve que plus que sur l'historicité, c'est se dire qu'on est quand même sur un matériau aussi qui date du Moyen-Âge, et que la place des femmes dans la littérature médiévale, elle est quand même datée. Bon, bien sûr, j'enfonce une porte ouverte quand je dis ça. Voilà, c'est quand on veut écrire un roman arthurien féministe aussi, c'est des questions à se poser, des questions à se poser sur comment gérer ces envahisseurs, sur comment on les présente pour pas tomber en fait dans des espèces de travers bizarres et se retrouver sans faire exprès à écrire des choses qui plairaient à des gens du siècle passé. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça, ouais. Voilà, mais là j'ai beaucoup parlé du coup de l'inspiration et de l'univers, mais ça dit pas de quoi ça Mhm. parle. Oui. Donc c'est surtout une histoire familiale qui tourne beaucoup autour
de deux chevaliers qui vont avoir une histoire d'amour, parce que ça c'est quelque chose qui manque, je trouve, dans la littérature arthurienne. C'est voilà, je trouve que ça manque de romance gay. C'est au bout d'un moment on écrit il y a que des mecs et des romances gays, il y en a qu'une, voilà, dans les textes arthuriens du Moyen Âge, qui d'ailleurs a été effacée en fait après le XIIIe siècle. Donc voilà, si vous ne saviez pas que Lancelot avait une grande romance avec pendant quasiment 3 tomes avec un autre chevalier, bah voilà, maintenant vous savez. D'accord. Et ça permet de revenir un peu sur le sujet de la fanfic et pourquoi la fanfic c'était important dans les années 2000 et 2010. À l'époque, en librairie, il n'y avait pas d'histoire LGBT, ou vraiment très très peu. Et si on voulait lire des histoires d'amour, alors pour le coup les histoires d'amour entre filles, c'était vraiment très très délaissé. Mais pour ceux de ma génération, vraiment, c'est là qu'on a pu avoir ses premiers contacts avec ces histoires d'amour LGBT. C'est vrai. Et donc, quelque part, là, c'est un peu un retour aux sources, à cette littérature-là que j'ai beaucoup aimée étant adolescente. Donc voilà, l'histoire finira-t-elle bien ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais Il en faudra tout le cas, lire. voilà. Ah ben, faudrait déjà que j'arrive à finir mon deuxième jet, à y trouver un éditeur. Ce n'est pas encore gagné pour l'instant, j'en suis dans la phase de la réécriture, où je suis en train de grogner que tout est nul, tout est nul. Ça, c'est normal. Ah mais c'est normal, faut pardonner aux premiers jets d'être des premiers jets. C'est ça, exactement. Bah écoute, pour terminer, parce que voilà, sur Instagram, je reste beaucoup sur Instagram, mais sur les réseaux sociaux, tu donc partages des mèmes, là on parlait de ta réécriture, et tu fais pas mal aussi de recommandations lecture. Donc bah, notamment historique, hein, en même temps c'est ton dada, avec ou dernièrement j'ai vu un post sur des femmes fortes. Donc je voulais savoir si tu avais des livres historiques ou fantasy historiques que tu pouvais nous recommander pour ce mois d'août, pour la fin de l'été. Bizarrement, je lis pas beaucoup de romans. En fait, en ce moment, je lis énormément de BD parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps pour les romans, c'est terrible. Oui. Donc ça va être surtout des recommandations en termes de BD. Là, j'ai fait un énorme tas de BD sur la table à côté de moi. Donc du coup, la première recommandation, ça va être mythologie grecque, Antigone, de Régis. Alors je sais pas si ça se prononce Penet ou Penet, aucune idée. Donc il y a une version BD du mythe vraiment avec, je trouve, une forme qui est très très onirique, que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, une autre BD qui est une biographie, donc que j'ai pas trouvé hyper intéressante sur son déroulé, parce que comme la plupart des biographies, on suit de façon linéaire le personnage, mais par contre, le personnage est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs une personnalité historique qu'on retrouve dans Les Serres sous le velours noir, sous deux formes. Il y a certains de ces tableaux qui apparaissent, et il y a une version du personnage qui existe dans le roman. Donc la bande dessinée s'appelle Artemisia, donc c'est une bande dessinée de Nathalie Ferlu et Tamia Baudouin. Et Artemisia, c'est donc une peintre de la Renaissance, donc de l'école de Le Caravage. Donc si vous aimez l'art du Caravage, qui est très très connu, vous aimerez très probablement ce que faisait Artemisia Gentileschi. Et cette BD, elle raconte donc son histoire, donc comment une femme de la Renaissance peut devenir une des peintres les plus reconnues de son époque. Voilà, donc un personnage très intéressant à découvrir. Toujours en BD, donc une BD qui a fait beaucoup beaucoup parler d'elle il y a peut-être 2-3 ans, qui est la BD donc Peau d'homme, donc comme peau d'âne, mais on remplace l'âne par un homme, de Hubert et Zanzime. Donc là, on est sur une jeune femme qui vit dans une cité de la Renaissance qui n'est pas identifiée, mais qui ressemble beaucoup à Florence, qui est une jeune femme qui va se marier, en fait, et elle n'a jamais vu son fiancé, mais elle a de la chance, car dans la famille, on a un héritage un peu particulier, qui est que il me semble que c'est sa tante qui possède une peau d'homme, qui s'appelle Lorenzo, et donc quand on enfile la peau d'homme, on devient donc un jeune homme, et ça va permettre à cette jeune femme donc de quitter
la maison pour sortir avec la liberté d'un homme pour aller rencontrer son fiancé, pour savoir qui il est. Et il se passe plein de choses. Ça aborde aussi donc des thèmes LGBT dans cette BD et elle a eu vraiment un très très bon accueil quand elle est sortie et on comprend pourquoi. Elle est vraiment j'en ai hyper bien. entendu parler. Sinon, mon coup de cœur le plus récent, c'est L'âge d'or de Cyril Pedrosa. Roxane, alors je sais pas comment ça se prononce, Morey, je sais pas. Donc ça s'appelle L'âge d'or. Et on suit une princesse qui veut récupérer son royaume qu'elle perd lors d'une succession. Et visuellement, c'est absolument magnifique. Et cette BD, c'est le grand soir socialiste croisé avec la médiévale fantasy. Et c'est un croisement très heureux. Et en plus, c'est un gros pavé, donc pour le coup, c'est super bien. Bon, là, je commence à en être à une petite bibliothèque de recommandations. Du coup, je vais finir avec une dernière. Donc puisqu'on parlait de femmes fortes, quand on dit femmes fortes, les gens pensent souvent du coup à des femmes combattantes. C'est en termes de femmes combattantes. Je vous conseille la BD qui est sortie il y a pas très longtemps qui s'appelle Tête de chien, qui a été fait par des auteurs qui sont absolument excellents, mais c'est celui-là qui parle spécifiquement des femmes, dans lesquelles on a une jeune femme qui se fait passer pour un homme pour participer à des tournois de chevalerie. Et c'est super. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ont du mal avec les femmes combattantes en se disant ouais mais physiquement elles sont plus petites et tout, c'est pas crédible. Là en fait c'est tout à fait pris en compte en fait. Elle est effectivement plus petite que les hommes et on voit comment elle fait pour être badass quand même via son escrime. Et là pour le coup il y a des youtubeurs spécialisés en escrime historique qui l'ont lu et qui n'ont pas tilté du tout là-dessus et qui recommandent la BD. Donc voilà, si vous voulez voir des femmes guerrières mais que vous avez un peu peur que ce soit pas crédible, et ben là c'est super bien à ce niveau-là. Ok, d'accord, très bien. Bah, merci beaucoup, j'ai pris des petites notes pour les recommandations. J'en avais vu passer certains sur ton Instagram, mais là c'est bon. Moi je vais pouvoir refaire ma petite pile à lire pour l'été. Bah écoute, je voulais savoir, est-ce que tu as un mot de la fin, un petit message à passer, quelque chose dont on n'a pas parlé? Tu as l'antenne, tu peux dire ce que tu veux. Eh bien, s'il y a des auteurs ou des autrices parmi vous qui voient sur Insta plein de gens très talentueux qui, à 21 ans, ont déjà publié 5 bouquins qui sont déjà des best-sellers et qui se disent mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Alors, je vais repartir par la légende arthurienne. Les premières versions photos de la légende arthurienne, qui sont une illustration d'un grand poète anglais de la fin du 19e. Eh bien, ce sont des portraits qui ont été réalisés par une femme, pionnière de la photographie, dont malheureusement, là maintenant tout de suite, j'ai oublié le nom. Mais si vous tapez Guenièvre et Lancelot et que vous cherchez une photo kitsch sur Google, vous le trouverez. Et bah, cette pionnière de la photo qui est devenue très célèbre en son temps, elle a commencé la photographie à 45 ans. Donc quelque part, quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, que on n'est jamais vraiment en retard et que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà mon petit mot de la fin. C'est parfait, je comprends. Bah écoute, c'est un très beau mot de la fin qu'on a tendance à oublier, donc il faut se le répéter de temps en temps. Et c'est toujours plus facile quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit en plus. Donc merci beaucoup. Merci Charlène pour cette interview. Eh bien, de rien. Et puis bonne lecture à toutes et à tous. Encore merci à Charlène pour cette entrevue. J'ai mis toutes ses recommandations lecture en barre d'infos et vous retrouverez également en description ses réseaux, son livre à paraître. Donc je le rappelle, Les cerfs sous le velours noir. Au passage, Charlène a retrouvé le nom de la photographe dont nous avons parlé en fin d'interview. Il s'agit de Julia Margaret Cameron ou Julia Margaret Cameron. Et si vous voulez y jeter un œil, pareil, j'ai mis le lien en description. En attendant, je vous souhaite une bonne lecture, un bon été. On espère que ça y est, ça va éterniser un petit peu là. Et on se retrouve très vite à la rentrée pour de nouvelles aventures en septembre. Salut, salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures.
Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.